Bonsoir, bienvenue à vous en direct. Votre émission pour aller plus loin ce soir sur une campagne de second tour sur les chapeaux de roue. François Fillon, Alain Juppé, le match des programmes et des personnalités bat déjà son plein. Et c'est haro sur le grand favori Fillon avec un tir croisé des juppéistes et de la gauche. Alors quelles possibles conséquences et sur quoi va se jouer cette nouvelle campagne? Le débat est à suivre. Et puis cette question ce soir, quel point commun entre la Grande-Bretagne, les États-Unis et la France? Dans chacun de ces pays, tous les pronostics ont été déjoués. Brexit, Trump, Fillon, quand les électeurs manifestent leur volonté de renverser la table, c'est le thème du match des idées qui opposera le directeur de Libération, Laurent Geoffrin, à l'ancien magistrat Philippe Bilger. Enfin, le grand entretien avec mon invité. Nous allons essayer d'aller plus loin dans la réflexion sur les mutations de la droite. Frédéric Sinclair, analyste politique et l'auteur du livre « La refondation de la droite ». Et c'est à suivre tout à l'heure. Voilà donc pour le programme. Merci d'être avec nous. Et avant d'accueillir mes premiers invités, le tour d'horizon de l'actualité politique du jour avec Samia Dechir. Hier, parlons-nous franchement, je viens d'évoquer la démocratie. Nous avons assisté à un bel exercice de démocratie d'ailleurs, digne, avec plus de 4 millions de participants, avec la primaire de la droite et du centre. Et je veux saluer, comme Premier ministre, de manière républicaine, cet exercice démocratique, et d'ailleurs tous ceux qui concourent à l'expression de la souveraineté du peuple. C'est donc aussi un beau défi qui est lancé à la gauche. À gauche, Jean-Christophe Cambadélis demande à Emmanuel Macron de participer à la primaire de gauche. Sa candidature est jugée dangereuse par le premier secrétaire du Parti socialiste, inquiet au lendemain de la victoire de François Fillon au premier tour de la primaire de droite. C'est la division de la gauche, ça disqualifie la gauche sans le qualifier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne gagne pas la présidentielle. Mais il n'est même pas au deuxième tour. Aujourd'hui, il doit participer à la primaire de la gauche. Jean-Christophe Cambadélis a rappelé que les soutiens socialistes d'Emmanuel Macron devront quitter le parti. Emmanuel Macron. François Fillon et Alain Juppé, le choix des électeurs au second tour de la primaire de droite a fait réagir le fondateur du mouvement En Marche. Je pense que ça montre la crise du leadership qui existe à droite, les incertitudes très profondes qui aujourd'hui structurent le champ politique. Et la seule conclusion qu'on peut en tirer, c'est le retrait de Nicolas Sarkozy, qui s'est exprimé avec beaucoup de dignité hier, dont il faut d'ailleurs saluer la dignité, et qui se retire à la fois de ce combat et, si je l'ai compris, de la vie politique. Voilà. Terrorisme. La cible n'a pas encore été identifiée, mais un nouvel attentat visant la France a été déjoué. 7 personnes ont été interpellées. Seule l'une d'entre elles était connue des services de renseignement. Les arrestations ont eu lieu à Marseille et à Strasbourg. Roland Ries, le maire de la capitale alsacienne, a décidé de maintenir le marché de Noël. Bernard Cazeneuve, lui, aurait confirmé que sa ville n'était pas visée. L'enquête s'attachera à définir les rôles respectifs des personnes interpellées et à établir, bien entendu, si l'attentat ainsi déjoué était une attaque coordonnée visant à frapper simultanément plusieurs sites sur le territoire. Justice. Le parquet de Paris va ouvrir une enquête pour compromission du secret défense par François Hollande. En cause, la divulgation d'un document détaillant un projet de frappe française en Syrie en 2013. Il a été publié par Gérard Davet et Fabrice Lhomme, auteurs du livre « Un président ne devrait pas dire ça ». Pour écrire leur ouvrage, ils ont eu 60 entretiens avec François Hollande. Classé secret défense, le document n'aurait pas dû atterrir entre les mains des 2 journalistes du Monde. À l'étranger. Michel Barnier, le négociateur en chef du Brexit pour la Commission européenne, a rencontré aujourd'hui David Davis, le ministre britannique du Brexit. Ce premier rendez-vous entre les 2 hommes a été organisé pour déblayer le terrain des discussions
Mais les véritables négociations sur le Brexit n'ont pas encore commencé. La première ministre britannique, Theresa May, lancera la procédure d'ici mars 2017. Et la bataille du second tour est bel et bien engagée. C'est un match des programmes et des personnalités. Et c'est aussi haro sur le grand favori, François Fillon. En attendant le scrutin dimanche prochain, ce duel va en tous les cas profondément structurer la droite française et le centre. On en parle avec nos invités ce soir. Fabienne Keller, bonsoir. Bonsoir. Sénatrice Les Républicains du Bas-Rhin et porte-parole de la campagne d'Alain Juppé. Face à vous, Philippe Dallier, bonsoir. Bonsoir. Sénateur Les Républicains de la Seine-Saint-Denis et soutien de François Fillon. Nous accompagne également Emmanuel Rivière. Bienvenue et bonsoir. Bonsoir. Directeur et responsable stratégie d'opinion générale chez Kantar Public. Et avec nous également notre chroniqueur économique, Jean-Louis Gombaud, bonsoir. Bonsoir Sonia. Je rappelle aux téléspectateurs qui peuvent réagir à notre débat avec le hashtag OVPL pour On va plus loin. Et je voudrais d'abord justement, Philippe Dallier, vous faire réagir à ce tir croisé nourri contre le grand favori, François Fillon. Et d'abord en provenance de la gauche. On écoute le Premier ministre Manuel Valls. Je veux que ce grand moment démocratique à venir permette aussi la confrontation claire entre les projets. La France n'a pas besoin de solutions ultralibérales et conservatrices. Au contraire, la France a besoin d'une République ferme qui fixe le cadre de vie de notre société, avec des règles. Notre République est donc aussi une République sociale. Philippe Dallier, on peut prolonger parce que François Fillon est décrit, dénoncé comme étant ultralibéral, grand méchant réformateur, mais aussi traditionnaliste, pour ne pas dire nostalgique, etc. etc. Qu'est-ce que vous répondez à tout cela? Écoutez, grand méchant réformateur, je trouve extraordinaire cette expression. S'il y a bien une chose dont ce pays a besoin, c'est de réforme. Et de réforme pour le remettre sur les rails de la croissance, sur les rails de l'emploi. Tout ce que nous avons essayé depuis des années a manifestement échoué. Ce gouvernement en est rendu là où il en est rendu. Donc, entendre le problème. Lors du précédent quinquennat, ce que vous avez essayé. Écoutez, lors du précédent quinquennat, on a encaissé la crise et l'une des plus graves crises depuis 1929. Donc, ne comparons pas exactement les situations. Mais entendre Manuel Valls, à la tête d'une majorité qui n'en est plus une, critiquer celui qui est maintenant appelé depuis hier soir le grand favori, bon, ça ne m'inspire pas grand-chose pour tout dire. Fabienne Keller, est-ce que c'est votre axe de campagne de second tour, semble-t-il, d'écrire François Fillon comme le grand méchant loup d'une droite très droitière? Je ne crois pas qu'on les décrit comme ça. Ah bon? Donc, traditionnaliste fait référence à nostalgique, réforme radicale fait référence à... Sans aucun doute sur les questions de société, soutenu par Sens commun, qui est un mouvement lié à la Manif pour tous. Il est plutôt tradit. Il a dit qu'il n'aurait pas voté la loi sur l'avortement, mais qu'il ne la remettait pas en cause. Enfin, il a une vision qui est assez conservatrice, sans aucun doute sur le plan social. Et sur le plan économique, la France a besoin de réformes, sans aucun doute. Je partage cela avec Philippe Dallier. La question, c'est de faire des propositions qui peuvent être mises en œuvre. Des axes, des différentes structures du programme économique qui peuvent être mises en œuvre. Et là, Alain Juppé a pris beaucoup de soin à calibrer ces propositions pour qu'elles puissent être mises en œuvre. C'est vrai qu'en 2007, déjà, les 35 heures étaient décriées par les mouvements de la droite et du centre et rien n'a été fait pour les supprimer. Alain Juppé, sur chaque sujet, a fait cet aller-retour, d'où par exemple une hausse de la TVA proposée pour financer différentes mesures, notamment d'abaissement des charges pour recréer la dynamique de l'emploi, mais sans remettre en cause la situation des déficits pour essayer au contraire de les améliorer. Dans le même sens, mais pas aussi loin. Oui, mais 6 milliards, mais 16 milliards... Quitte à prendre le risque de ralentir, par exemple, les travaux dans les bâtiments, puisque la TVA intermédiaire, au taux de 10%, serait également relevée. Donc, un travail fin sur les mesures qui méritera d'être débattu. Je crois que c'est là tout le problème. C'est qu'Alain Juppé a calibré son programme pour essayer de ne pas trop déplaire à personne. C'est pas exact. Et finalement, on a, au bout du compte, un programme qui ressemble beaucoup à ce qui a été fait dans le passé. La question aujourd'hui n'est plus de savoir s'il faut ramener le déficit de 70 milliards à 50 ou à 45. La question est de savoir comment radicalement on se rapproche de l'équilibre budgétaire. Et nous n'y arriverons pas. Et c'est bien toute l'analyse de François Fillon. Ce qu'il dit et répète depuis des mois et même des années. Ce pays est maintenant au bord du gouffre économique et social, parce qu'il y a des conséquences
conséquences sociales. Et si nous n'avons pas le courage de faire des réformes, certes, qui peuvent paraître un peu abruptes, mais il faudra veiller. Et François Fillon est quand même l'héritier de Philippe Séguin, je le rappelle, et en matière sociale, ça n'est pas rien. Mais quand même, ça n'est pas vous allez nous dire comment vous allez faire passer de telles réformes dans un pays à fleur de peau. Parce qu'il faut réformer en prenant garde, effectivement, à ne pas mettre en difficulté les plus fragiles. Les réactions à venir d'Emmanuel Rivière et de Jean-Luc Gombault. Mais d'abord, on va écouter, c'était ce soir dans le 20h de France 2, Alain Juppé, qui dit qu'il ne faut pas casser justement la baraque et il dénonce la brutalité du programme de François Fillon. Sur le plan économique, son programme est d'une très grande brutalité sociale. Supprimer 500 000 emplois de fonctionnaires, porter la durée du travail dans la fonction publique dès 2017 à 39 heures, augmenter la TVA de 16 milliards d'euros, ce sont des mesures d'une grande brutalité dont certaines sont inapplicables. Une rupture, ça ne doit pas consister à casser la baraque. Voilà, Jean-Luc Gombault, dites-nous, est-ce que la potion proposée par François Fillon et ses soutiens qui a promis de casser la baraque, est-ce qu'elle est si amère qu'on ne le dit, qu'on ne le décrit? Est-ce qu'elle est si brutale aussi? Parce qu'il y a un problème politique quand même que je veux signaler d'entrée de jeu. C'est-à-dire que si M. Juppé utilise les mêmes mots que M. Valls, ça va lui poser un problème. C'est-à-dire qu'effectivement, il dit la même chose que Valls, qu'on est brutal, etc. Et donc, ça conforte une image qui est sans doute fausse sur l'aspect un petit peu hésitant ou gauchisant de monsieur Juppé. Alors, sur le plan des réformes maintenant, c'est clair qu'à gauche, il y a un débat sur ces réformes, mais sur le plan fondamental. Il y a des différences fondamentales. À droite, c'est uniquement le clivage porte sur le rythme, sur la profondeur, mais pas sur la nature des réformes. Donc ce sont deux débats différents. D'ailleurs, c'est naturel dans une même famille politique, heureusement. Même si c'est vrai que pour la gauche, il y avait des différences. À la gauche, c'est ça, il y a des différences sur le fond. Alors qu'eux, ils n'ont pas de différence véritable sur le fond, mais sur le rythme. Et effectivement, c'est là où on peut parler de brutalité, sur le rythme et l'ampleur. Alors, est-ce qu'elles sont brutales? Si on regarde l'ensemble des réformes exposées par M. Fillon, il y a effectivement des différences importantes sur pas de nature, avec ce que propose M. Juppé. M. Juppé, évidemment, vient de parler des 500 000 emplois, on y reviendra tout à l'heure, mais par exemple sur le Code du travail, j'ai bien lu les propositions de l'un et de l'autre, c'est en gros tout à fait la même chose, sauf sur la question des 35 heures, où par exemple, M. Fillon, lui, veut libéraliser complètement le système, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de droit social national, on est sur des droits sociaux complètement décentralisés, et c'est au niveau de chaque entreprise qu'on va fixer le temps de travail. Là, c'est une réforme extrêmement importante qu'il propose, et sur le terrain... C'est la même direction, mais pas les mêmes vitesses. Exactement. Exactement, et notamment aussi sur la réforme, la baisse des déficits. On va en parler, on va rentrer dans les détails. Je voudrais avoir l'avis d'Emmanuel Rivière. Si vous le voulez bien, on ne parlera pas sondage ce soir, mais plutôt tendance et peut-être rapport de force politique. Est-ce que ce match tel que nous le posons, de programme et de personnalité, il vous paraît pertinent? Est-ce que c'est comme cela qu'il faut voir cette campagne de second tour aujourd'hui? Alors, sans parler de sondage... Ça va être difficile pour vous. Ce match de second tour, il est surtout inattendu. Et il n'était pas dans les stratégies, et notamment pas dans la stratégie d'Alain Juppé, qui pensait affronter Nicolas Sarkozy. Et d'ailleurs, autour de thématiques qui avaient été beaucoup dessinées par Nicolas Sarkozy lui-même, qui avait un peu imposé les thèmes et le clivage de début de campagne. Et là, on arrive dans une autre campagne. Et ce qui est intéressant, c'est de constater qu'effectivement, ça va se jouer sur... Et les Français ne s'en plaindront pas, je crois, parce qu'ils ont suivi avec beaucoup d'intérêt les débats, y compris quand ils étaient un peu ardus. Ça va se jouer sur la mécanique de ce qui se passerait si l'un ou l'autre était élu, plus que sur un autre match qui peut-être a déjà été perdu ou par Alain Juppé, qui est celui de la personnalité. Ou plus exactement, Alain Juppé n'est pas en déficit de crédibilité, présidentialité, d'expérience, mais à un moment, on pouvait considérer qu'il avait le monopole de cela. Et ce qui a fait que François Fillon est apparu comme finalement un autre candidat possible, et puis finalement un candidat très dynamique, c'est que lui aussi donnait le sentiment d'avoir cette forme de crédibilité. Et donc on en revient à quelque chose qui est beaucoup plus centré sur les propositions, et je crois qu'on est à un stade où beaucoup des Français qui ont voté dimanche n'ont pas complètement intégré ce que l'un et l'autre proposaient. Je ne veux pas dire qu'ils ont été inattentifs, mais ce clivage-là, celui que vous avez décrit, entre une intensité dans la programmation, et l'autre clivage qui est apparu déjà dans le troisième débat, réaliste ou pas réaliste, ce qui renvoie à une autre question, c'est est-ce que
on sera capable de faire après ce qu'on a proposé avant, semble opposer d'un côté une forme de maîtrise autour du réalisme et de l'autre côté, du côté de François Fillon, une sorte de volontarisme affirmé peut-être contre certains obstacles, contre certaines réalités. En tout cas, c'est des partitions qui ont déjà été un tout petit peu jouées. Keller, sur la personnalité, c'est intéressant parce qu'on a tous envie de savoir quelle sera la stratégie maintenant et surtout, lors de ce moment politique qui est annoncé, et c'est vrai, il le sera très fort, jeudi, le débat d'entre-deux tours, vous n'imaginez pas qu'Alain Juppé va la jouer, j'allais dire, tranquille. Là, il faut renverser la table. Alors, est-ce qu'il peut renverser la table? Sûrement. Disons que le premier tour a été une surprise. Nous préparons la surprise pour le second. Plus sérieusement, la situation a beaucoup changé. Pendant de longs mois, Alain Juppé était la cible de toutes les critiques parce qu'il était celui qui faisait la course en tête, alors que François Fillon, 3e, était protégé. Il n'a fait l'objet d'aucune attaque. De votre faute, vous l'avez tous épargné. Oui, Alain Juppé a vraiment été la cible sur le prétendu accord avec les centristes, sur la diffamation au sujet de sa soi-disant proximité avec les réseaux extrémistes islamiques, qui n'a aucun sens et qui est de la pure diffamation. Mais bon, il y a des fois où les réseaux sociaux sont puissants et les uns et les autres laissent faire. Donc il faut maintenant regarder ces deux grandes personnalités qui ont une belle expérience, un projet et l'analyse doit porter sur la capacité à les mettre en œuvre, parce que c'était la rupture, je vous rappelle, le thème de la campagne de 2007. Il y a certes eu la crise, mais on en attendait beaucoup plus en termes de fruits et de résultats, de redynamisation de l'économie française. On a continué à reculer par rapport à l'Allemagne. Donc la question de la crédibilité... Keller, qu'elle était parlementaire comme moi à cette époque-là et que je ne l'ai pas entendu formuler beaucoup de critiques. Donc il faut que les uns et les autres nous assumions ce que nous avons fait entre 2007 et 2012. Certes, c'est une autre époque. La situation est plus grave aujourd'hui et il faut en tirer les conséquences. Mais c'est un peu facile, j'allais dire, de se renvoyer comme ça à la balle. Non, mais j'essaye d'être factuel, je termine. Donc, chacun a son histoire, chacun a des faits qui correspondent à une réalité. Je n'étais pas chef du gouvernement. Enfin, non, moi non plus. On est modeste parlementaire. C'est pas tout à fait la même situation. On retrouve aujourd'hui une situation où on a François Fillon épaulé aussi par Nicolas Sarkozy, par son soutien d'hier soir, une situation un peu inversée. Et qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez lui coller le boulet du quinquennat? Donc il a réussi un petit peu à se détacher, parce que François Fillon... Non, je dis que la rupture, c'est bien si on est en capacité, on démonte la capacité à la mettre en œuvre. Vous entendez là, ce qui est en train de se dessiner, c'est un autre axe de la campagne. Attendez, je vous donne la parole. Dernier élément, ce qui est important aussi, c'est de gagner la présidentielle. Donc c'est la question de l'enjeu, de la capacité à fédérer la droite et le centre face à la très vraisemblable présence de Marine Le Pen au second tour. Voilà un autre axe donc de là, campagne. il est important de choisir. Nous avons ensemble la responsabilité de porter l'alternance. Nous serons ensemble, quoi qu'il arrive, le 27 au soir. Bien évidemment qu'Alain Juppé est obligé de redessiner une stratégie. On le voit bien, ça a commencé depuis hier soir. Mais François Fillon, lui, ne va rien changer, et strictement rien changer. Dans les enquêtes d'après-vote, l'enquête Harris montre que 71% de ceux qui ont voté pour François Fillon l'ont fait par adhésion à son projet. Pour Alain Juppé, ce n'est pas le cas d'un quart de ses électeurs. Croyez au sondage maintenant. Non, ça n'est pas un sondage, c'est une enquête d'opinion après vote. Donc les gens qui se sont déplacés pour François Fillon l'ont fait par adhésion pour son projet. Alain Juppé, lui, on le sait, et les enquêtes le montrent, il a fédéré effectivement des gens qui ne voulaient pas de Nicolas Sarkozy. Beaucoup d'électeurs de gauche qui se sont déplacés, ils ont été 600 000 à voter, qui ont voté pour lui. Et en fait, assez peu d'électeurs du cœur de notre électorat. Et c'est bien pour ça que François Fillon a réussi ce score assez extraordinaire dimanche soir, c'est qu'il a su parler au cœur de notre électorat. François Fillon, c'est un homme d'expérience, il a été Premier ministre comme Alain Juppé. C'est quelqu'un qui a tracé sa route, qui n'a pas changé d'opinion et qui n'en changera pas. Il propose un contrat aux Français et je pense que ce contrat, les Français vont l'accepter. Et Emmanuel Rivard, quelle est votre analyse, votre regard? Est-ce que vous pensez que Alain Juppé et puis ses soutiens et puis la campagne s'est laissé enfermer dans cette critique qui est devenue véritable boulet d'une droite
molle, une droite qui ne tranche pas. Et finalement, après le quinquennat n'est pas fini de François Hollande, mais c'était l'une de ses principales critiques, de ne pas décider d'une gauche molle. Est-ce que c'est finalement la pire des attaques? Je pense que c'est de ça dont il a précisément souffert. D'ailleurs, quand il disait il faut également gagner les électeurs déçus du hollandisme, c'est pas le problème des gens de droite. C'est-à-dire d'autant plus qu'ils pensent que Hollande, de toute façon, il ne sera pas là. Donc en réalité, il n'est même plus un enjeu de récupération parce qu'il ne sera pas là au deuxième tour. Dans les perspectives actuelles, il faut bien comprendre que l'évolution de la crise fait que, à mon sens, à droite, le nombre de gens qui veulent qu'on vide l'abcès et assez rapidement augmente. C'est-à-dire la détermination qu'il faut qu'on vide l'abcès. Or, quelque part, M. Juppé apparaissait, parce que quand on lit le programme, c'est plus compliqué que ça. Il apparaissait comme quelqu'un qui, au lieu de vider l'abcès, caressait un peu le bras dans le sens du poil. Mais c'est l'image, qui est... Non, je me dis justement, quand on lit le programme, quand on lit les propositions, ce n'est pas ça. Mais c'est l'apparence que la chose a pu donner. C'est important l'apparence pour des électeurs. Et c'est les attaques. Et cette apparence qui donne fait qu'en réalité, les gens se sont dit, mais il n'ira pas jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il n'aura pas la capacité politique, la volonté politique. C'est une injustice, mais ça fait partie de la politique. Analysons ces injustices, Emmanuel Rivière, parce qu'on a vu hier les juppéistes très vite après le résultat, et vous en avez fait partie, Fabienne Keller, dénoncer vraiment une campagne nauséabonde de diffamation. Est-ce que le bruit de ces rumeurs, plus peut-être une campagne dans laquelle il y a eu certainement des erreurs pour arriver à un score que vous n'attendiez pas, est-ce que tout cela cumulé explique aujourd'hui cette position quand même très inattendue ? Moi, je crois plutôt que ce sont les attaques venant de Nicolas Sarkozy, explicites sur la réforme molle, qui, comme d'ailleurs la gauche molle de 2011, même s'il n'avait pas empêché François Hollande d'être élu, ont porté. Et effectivement, ça a donné ce clivage que vous restituez, je crois, davantage de composition de la part de Alain Juppé, qui a longtemps quand même été assumé comme une condition de réussite aussi de politique. Je crois qu'on pourrait retrouver facilement des propos d'Alain Juppé, disant que si on veut vraiment réussir les réformes, il ne faut pas que ce soit contre les gens, mais en les faisant passer, en les faisant comprendre, et avec un corps social. Sauf que là où les sondages... Alors, techniquement, ça reste un sondage, même si c'est fait après le vote. On parlerait moins des sondages ce soir. C'est analysé exactement comme le fait Philippe Dallier, c'est-à-dire comme un outil qui nous permet de comprendre et non pas une espèce d'instrument de prédiction. Et ce que nous montrent ces enquêtes, c'est que le corps électoral est très particulier. C'est pas les électeurs de droite qui ont voté, c'est une frange d'électeurs de droite, à peu près un tiers, particulièrement caractérisé par son âge. Plus de la moitié des électeurs ont plus de 60 ans. Ce qui veut dire aussi que toutes ces réforme du droit du travail, réforme des 35 heures, allongement de l'âge de la retraite pour certains, c'est pas eux qui vont les subir. Ils pensent qu'ils sont nécessaires pour le pays, mais c'est pas eux qui vont les subir. Et ça, dans l'équilibre de l'acceptabilité par ce corps électoral-là, c'est vrai qu'on a tendance, et peut-être que nous, les premiers d'ailleurs, avons eu trop de cette tendance à penser que ce sont les électeurs de droite. Non, c'est une partie des électeurs de droite. Et ça rendait acceptable beaucoup plus de choses, peut-être par ce corps électoral, que par un corps électoral plus large et par l'opinion plus générale. Je vais vous laisser réagir. Je veux juste qu'on voit en fait un sujet qui va résumer. C'est toujours caricatural quand on résume forcément, mais c'est quand même de droite, de nuances de droite, de personnalités, de programmes. On voit tout cela avec Quentin Calmet. On en parle juste après. D'un côté, François Fillon avoue son admiration pour Margaret Thatcher avec l'esprit d'un paysan sartois. De l'autre, Alain Juppé, le meilleur d'entre nous selon Jacques Chirac. C'est un combat projet contre projet. Dans cet affrontement des programmes, quelques similitudes. Les deux candidats veulent supprimer des postes de fonctionnaires, mais face aux 200 à 300 000 postes supprimés par Alain Juppé, François Fillon promet d'en supprimer le double, 500 000. Les deux candidats défendent une augmentation de la TVA de 1 point pour le maire de Bordeaux contre 2 pour le député de Paris, ainsi qu'une baisse des charges jusqu'à 50 milliards pour François Fillon. Dans la lutte contre le chômage, Alain Juppé veut davantage contrôler la recherche d'emploi, quand son adversaire entend instaurer plus de dégressivité dans le versement des allocations. Autre point majeur de divergence, la famille. Soutenu par Sens commun, François Fillon entend réécrire la loi Taubira et revenir sur l'adoption plénière pour les couples de même sexe, contrairement à Alain Juppé. Autre point fort, François Fillon prône un retour des uniformes à l'école et que les 3/4 du temps scolaire soient consacrés au français, aux mathématiques et à l'anglais. De son côté, Alain Juppé veut davantage d'autonomie pour les établissements scolaires.
Une date cruciale permettra de trancher. Jeudi soir, les deux adversaires se rencontreront pour un débat décisif. Alors on va parler dans un instant des aspects sociétaux. Encore une question, Philippe Dallier, sur la faisabilité, pas l'aspect de réalisation, la faisabilité de votre programme, celui de François Fillon, s'il est le candidat de la droite et s'il est le prochain président de la République. Comment vous pouvez nous assurer que la société française aujourd'hui peut encaisser de tels coups avec déjà les réactions, vous les avez entendues, des syndicats qui ne vous préparent pas un chemin de rose? Ne dites pas faisabilité, dites acceptabilité par la société française. Mais ceci étant dit, sur la loi du travail, franchement, une réforme qui balayerait tout le code social en France, personne ne dit cela. En Allemagne, ce sont des réformes qui ont été mises en place par un gouvernement social-démocrate, les réformes Hartz. On ne serait pas capable d'aller dans la même direction en France. D'ailleurs, même le gouvernement actuel a essayé d'aller dans cette direction et il a échoué. Mais nous pensons effectivement qu'il faut revenir sur les 35 heures et qu'il faut permettre à ce que les négociations s'engagent au sein de l'entreprise. Sur la réduction du nombre de fonctionnaires. Comment vous le faites? Écoutez, par la loi... Vous avez vu qu'une réforme sur le code du travail a fait descendre et bloquer quand même une partie. D'abord, une chose est claire, si nous emportons l'élection présidentielle, nous aurons un délai très court, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, pour mettre en œuvre ces réformes. Et le président de la République qui sera élu, la majorité qui le soutiendra, seront parfaitement légitimes pour le faire. Le problème de Hollande, quand il s'est engagé sur la loi travail, c'est qu'il a essayé de faire quelque chose qui était le contraire de ce qu'il avait dit en 2012. Donc nous ne serons absolument pas dans la même situation. Donc, les 500 000 fonctionnaires, il ne s'agit pas, j'allais dire, de virer des fonctionnaires qui sont en poste. On parle de non-remplacement de fonctionnaires ou de contractuels. Donc ça n'est pas tout à fait la même chose. Alors présenter cela effectivement comme de la brutalité. On ne brutalise personne. On va essayer de faire en sorte que ce pays fasse des économies et réduise son déficit budgétaire. Parce que ce qui nous menace le plus, et nous n'en parlons pas assez, ce sont nos 2200 milliards d'euros de dette, alors que les taux d'intérêt vont remonter et que peut-être que dans quelques mois ou dans 2-3 années, la totalité de l'impôt sur le revenu ne suffirait pas à rembourser les intérêts de la dette. Quel est votre avis, non pas sur cette baguette magique, mais c'est la légitimité de tout ce qui aura été dit avant pour pouvoir le faire après, c'est également votre slogan. Est-ce que ça peut marcher? Alors, je dirais, on ne sait pas. Oui, vous prenez par exemple le seul engagement que vraiment François Hollande a tenu, qui était dans son programme, qu'il a vraiment, là, il n'y a pas de fioriture, c'était le mariage pour tous. Le mariage pour tous est dans le programme, c'était tous les gens qui ont voté. Il n'y avait pas de discussion possible. Or, vous avez vu un peu ce que ça a fait en point de vue manifestation. Donc, c'est pas parce que vous mettez dans votre programme noir sur blanc les choses que vous n'avez pas de problème à la fin. Donc, le problème qui est posé pour le chef de l'État, comme d'ailleurs M. Hollande l'a prouvé pour le mariage pour tous, c'est je résiste, je tiens sur mes positions, etc. Donc, est-ce que M. Fillon ou M. Juppé, lui, sera, comme le dit, il l'a répété encore il y a 3-4 jours, droit dans ses bottes, malgré ce qui peut se passer par la suite, c'est un autre problème, on ne peut pas le savoir. Maintenant, sur la question des fonctionnaires, 500 000 fonctionnaires contractuels. Non, ça pose un problème, ça a été souligné dans le dernier débat, parce que M. Fillon, et il a parfaitement raison, il dit, attendez, pour qu'il n'y ait pas une dégradation du service public, il faut que les gens travaillent plus. Oui, il faut qu'ils se mettent à 35 heures, il faut passer à 39 heures. Il y a une différence avec M. Juppé qui lui propose 200 à 300 000, mais il parle de 37 heures avec une augmentation de salaire, alors que M. Fillon ne parle pas de cette augmentation de salaire pour passer de 35 à 30 heures. Si vous mettez et le problème est là, parce que non, mais ça revient à ce que disait M. Dallier à l'instant, c'est-à-dire qu'évidemment, comment réagiront les fonctionnaires, on leur dit une loi, vous travaillez 39 heures, et ça posera. Or, si vous mettez les fonctionnaires à 39 heures payés 39, les économies que vous tirerez des 500 000, il n'y en a pas. Il y en a pas. C'est le même. Non, mais attendez, Fabienne Keller, Philippe Dallier. Sur cette question des fonctionnaires, donnons-lui un peu de contenu. On a vu encore dans le reportage la question des terroristes. Pour Alain Juppé, la sécurité des Français, c'est une priorité absolue. Il s'est engagé à créer des postes de policiers. Il s'est engagé à compléter les emplois dans les hôpitaux. Ce n'est que du personnel de l'accompagnement humain. Donc on ne peut pas refuser tout recrutement. 500 000 personnes, 100 000 par an à peu près, c'est le départ naturel à la retraite des fonctionnaires statutaires. Les contractuels, ils sont apparus très récemment, parce que je crois qu'il y a eu une prise de conscience de votre côté que tout ça n'était pas très réaliste. D'où le calibrage
à la moitié, parce que vous ne pouvez pas complètement vous corseter et ne pas recruter des nouvelles compétences, des policiers, des infirmières, peut-être des enseignants, enfin, dans des nouveaux métiers. Et même si on fait ça, d'ailleurs, il faut beaucoup manager l'administration pour pouvoir, voilà, qu'elle ne désespère pas malgré la baisse du nombre d'agents. Donc, c'est un projet qui a été beaucoup travaillé, beaucoup discuté avec des fonctionnaires, qui nous a conduit à ce chiffrage. Alors, comment qui vous n'est expliquez qu'il n'infuse pas suffisamment ? Parce que Alain Juppé fait le pari de l'explication et nous continuons à le porter, ce pari de partage 5 jours, avec Fabienne Keller. 5 jours, mais qui seront, je crois, renverser la table. Moi, je vous ai posé la question tout à l'heure, vous n'avez pas vraiment répondu. Qu'est-ce que vous attendez de votre champion jeudi soir ? Oh ben, je crois qu'il est en quelque sorte libéré. Voilà, on est dans la dernière ligne droite. Donc il l'était moins avant, peut-être un peu. Vous savez que la position. Non, il était en position de favori, donc cible de toutes les attaques et de toutes les critiques. Voilà, là, c'est deux personnalités de très haut niveau, je le disais, qui sont chacune voilà, très engagées, qui vont présenter leurs projets, leurs capacités à faire, mais aussi leurs convictions. Et par exemple, Alain Juppé a la volonté de montrer sa modernité. Je pense par exemple à l'environnement, au développement durable, c'est le seul à en parler. On va en parler un peu. À la question des femmes, on était encore réunis sur ce sujet ce matin. Il est très attaché aux questions d'égalité salariale. Mais quand vous dites ça, veut dire qu'en creux, François Fillon l'est moins ? J'ai pas beaucoup entendu sur le sujet ou sur le sujet du numérique. Le candidat contre les femmes, voilà notre axe de campagne. Écoutez, j'ai quand même l'impression qu'on tombe un peu dans la caricature. Non, c'est une question de vision moderne, en fait, de la société. Écoutez, et ça renvoie aux questions de société aussi. Regardez les photos. Est-ce que vraiment François Fillon est le type ringard que vous caricaturez depuis un moment ? Enfin, je dis vous. Les juppéistes depuis hier. Pardonnez-moi, chers collègues, je ne me serais pas permis. J'ai beaucoup de respect pour François Fillon. Oui, j'essaie d'être factuel dans son projet et de décrire l'enjeu de modernité. Oui, je trouve qu'en creux, ce qu'on est en train de dessiner ne correspond pas à ce qu'est François Fillon. Et là encore, je pense que ça sera contre-productif, comme ça l'a été au premier tour. Ça va être contre-productif. Faites des propositions au lieu de m'attaquer ça de manière erronée. Comme correspondant à la réalité. Emmanuel River, on revient juste à la première question de ce débat, puis on va avancer parce qu'il y a l'ombre de, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, de François Bayrou qui plane, pas seulement ce soir, mais généralement demain, paraît-il, vous allez nous le dire, il pourrait se prononcer. François Fillon est décrit, dénoncé, il va l'être là pendant ces 5 jours comme ultralibéral, grand méchant réformateur, tout ce qu'on veut, catho, presque j'allais dire, et j'exagère vraiment, facho. Mais est-ce qu'on peut arriver... Non mais attendez. J'ai bien fait de venir. Attendez, j'exagère, mais quand on voit aujourd'hui la tonalité, est-ce qu'on pourrait aller très loin dans la caricature de son programme et de sa personnalité? Écoutez, traditionnaliste, ça renvoie quand même à beaucoup de choses. Mais je trouve ce qui est très intéressant dans les discussions qu'on a et qui vont jusqu'à la mise en œuvre. C'est parce que c'est évidemment là-dessus qu'il faut se projeter. Oui. Tout l'enjeu de ce pays et la gravité du moment qu'il traverse, c'est pas simplement de savoir qui va gagner, c'est ce qu'on va faire de la victoire. Et l'enjeu, c'est les 5 prochaines années. Et dans la discussion qui va animer les deux candidats et l'examen très détaillé sans doute du programme, il y a effectivement la question du premier examen de passage, c'est le second tour, qui rassemblera une partie des électeurs de droite. Quelqu'un a le monopole du rassemblement ? Pour l'instant, non, mais quelqu'un a un avantage. Net avantage. Puis ensuite, ces projets, et le projet de celui qui sortira vainqueur, sera soumis au corps électoral français, mais avec a priori l'envie de rassembler plutôt les électeurs de droite. Et puis, il faut quand même se projeter dans un des scénarios, qui est que le président de la République, si c'est l'un de ces deux-là, il devra être élu, peut-être face au Front National, avec les voix de la gauche. Il va forcément se passer quelque chose si Marine Le Pen est qualifiée au second tour, comme, les sondages semblent le rendre possible. Entre les deux tours, il y aura une autre discussion. Il y aura des messages qui devront être adressés ou pas aux électeurs de gauche. Et sans compter que 6 semaines après, il y a des législatives qui, imaginons que Marine Le Pen fasse entre 25 et 30%, n'auront pas la même tête que les législatives de 2002. Et là aussi, il y a quelque chose qui va se jouer. D'où l'intérêt sans doute d'agir très très vite dans cette séquence qui va être un peu compliquée. Parce que là encore, aux législatives, il faudra sans doute tenir compte de ce nouveau paysage politique français bouleversé. Ce que vous dites sur ce point, Fabienne Keller, vous aviez cet argument, vous l'aviez développé, selon lequel Alain Juppé, il l'a dit dans une longue interview dans le quotidien Le Monde, serait le meilleur rempart face à Marine Le Pen en 2007. Puis
ça a un petit peu disparu progressivement. Est-ce que vous n'avez pas eu tort d'abandonner aussi cette antienne-là? Oh, nous l'avons évoqué régulièrement. Il est vrai que d'une certaine manière, Alain Juppé porte, comme François Fillon certes, mais cette responsabilité de porter la capacité à être l'alternance, c'est-à-dire à gagner la présidentielle en avril et en mai prochain. Et pour ça, il faut rassembler les Français, avoir une image plutôt ouverte et être dans cette dynamique. Alors peut-être est-ce, c'est ce qu'on m'a déjà rétorqué, un coup d'avance, puisque là, c'est la primaire interne à la droite et au centre. Mais dans cet objectif, et c'est ça l'objectif, c'est de pouvoir reconstruire la France, la réformer et donc gagner la présidentielle. Mais la question, ça n'est pas une question d'image pour pouvoir en faire le plus grand nombre de voix au second tour. Et c'est là toute la différence. François Fillon pense qu'il y a urgence pour le pays, eu égard à sa situation. Il faut le réformer. Alors oui, il prend un risque en proposant des mesures qui peuvent apparaître comme fortes, mais c'est parce qu'il est persuadé que si nous ne mettons pas en œuvre ces mesures, ce pays court à la catastrophe. Donc la question n'est plus de savoir si on doit effectivement avoir un bout de programme pour la gauche déçue ou qui viendrait voter pour Juppé contre le Front National et un bout pour ceci et un bout pour cela. Il ne faut pas découper la société en tranches. Le programme de François Fillon, il tient compte de l'urgence que nous avons à affronter. Et c'est bien ce qui fait la cohérence de son programme. Et c'est bien ce qui, à mon sens, a fait que dimanche soir, nos électeurs, en très grande majorité, l'ont reconnu comme celui qui peut porter cet espoir de redressement. Celui, en tous les cas, qui sortira des urnes dimanche, aura une légitimité très forte, crédible, pour une alternance dont certains disent qu'elle est en marche. Parce que s'il y en a un dont on parle très peu, peut-être parce qu'il est pour certains déjà, et j'emploie le mot avec des guillemets, zappé, c'est François Hollande. Exactement, il est pratiquement... Mais moi je pense que c'est une erreur d'ailleurs. Mais enfin, je pense que c'est une erreur parce que rien n'est joué, comme vient d'ailleurs de montrer ce premier tour des primaires. Et effectivement, il est hors jeu. Je pense que pour ce qui est de la droite, quel que soit le vainqueur de dimanche, toute la droite doit être rassemblée autour de lui. Je ne parle pas simplement des parlementaires ou des élites de la droite, mais même du peuple de droite. Parce que la volonté de battre la gauche va sublimer l'ensemble des controverses auxquelles nous allons assister d'ici à dimanche. Il y aura véritablement un rassemblement parce que l'enjeu extraordinaire, c'est évidemment d'écarter François Hollande qui, pour beaucoup de gens, à droite en tout cas, a véritablement fait son temps. Mais de là à le passer vaincu d'avance, me semble une erreur, ce serait une erreur politique. C'est vrai que le cas François Fillon 2016, s'il l'emporte dimanche soir, servira pendant des décennies d'emblème à tous les petits candidats malmenés pendant les sondages, dont 99% resteront d'ailleurs jusqu'au terme des petits candidats malmenés dans les sondages et dans les urnes. Mais on se dira, mais moi je peux le faire, regardez, François Fillon l'a fait. De cela, François Hollande pourrait trouver matière à espoir. Mais il y a une autre manière d'analyser ce premier tour. C'est le sort que les électeurs ont réservé à Nicolas Sarkozy. Et là, je pense que le message est plus inquiétant pour François Hollande. C'est-à-dire que le réflexe un peu de sortir les sortants et quand on porte le poids d'un bilan très particulier pour Nicolas Sarkozy et d'une personnalité qui a suscité une grande animosité, et c'est le cas aussi, et Dieu sait pourtant s'ils sont différents, de François Hollande, c'est quand même très très compliqué de trouver ce trou de souris. Oui. Une dernière question, Fabienne Keller et Philippe Dallier. Est-ce qu'il faut craindre l'ombre de François Bayrou, alors plutôt Philippe Dallier, qui plane tel un fantôme, comme ça il va, il vient, il menacerait de se présenter, si ce n'est pas Alain Juppé qui sort vainqueur dimanche prochain? Qu'est-ce que vous pensez de son argument? Il peut menacer qui il veut. Je pense que ça n'aura pas d'impact sur notre électorat dimanche. Vous partagez Et au contraire. Avis? François Bayrou prendra sa décision en son âme et conscience. Et évidemment, je crois, moi je suis centriste, membre des Républicains. Je crois qu'il faut respecter le centre, ses convictions. Je regrette que l'Europe n'ait pas été présente dans ce débat. Alain Juppé a un magnifique programme sur ce sujet. Je pense que l'avenir n'est pas assez défendu. Pardon ? Vous lui direz d'en parler. Il en parlera certainement, et Alain Juppé est en tête dans le Benelux. Voilà, parce que ce sont beaucoup des acteurs de l'Europe qui sont là-bas, les électeurs. Alain Juppé construit notre avenir avec nos voisins allemands et dans une vision européenne partagée. Je pense que cette sensibilité centriste mérite d'être respectée dans ce scrutin de la droite et du centre.
Non, mais Fabienne Keller sait très bien, effectivement, dans quel état d'esprit je suis. Mais ce que je n'aime pas, que je n'apprécie pas du tout, c'est effectivement le positionnement de Bayrou qui voudrait être l'arbitre de cette élection. Ce sont les électeurs qui se déplaceront, qui choisiront notre candidat. Des élégances. Et voilà, exactement, et pas François Bayrou. Peut-être une dernière question sur les coulisses hier. J'entends que vous avez une voix un peu éraillée. Est-ce qu'il faut lier cela à la victoire hier soir? Non, il faudrait que j'arrête de fumer. Ah bon. Fabienne Keller. Écoutez, un coup de massue. C'est quelque chose qu'on sentait sur le terrain depuis une dizaine de jours. Bien sûr, j'aurais préféré un meilleur score de premier tour, mais le débat est totalement ouvert. Cette semaine sera intense. Je crois que le débat sera très suivi par les Français. Et quoi qu'il arrive, nous serons réunis le 27 novembre pour porter ensemble l'alternance. C'est ce que les Français attendent de nous et nous en portons la responsabilité. Eh bien, merci à vous. Nous verrons tout cela à l'épreuve des faits et de la réalité, notamment avec le rendez-vous de jeudi pour le débat d'entre-deux tours. Merci à vous. La suite de notre émission. Et puis cette question ce soir, quel point commun entre la Grande-Bretagne, les États-Unis et la France? Eh bien, dans chacun de ces pays, tous les pronostics ont été déjoués. Brexit, Trump, Fillon. Quand les électeurs manifestent leur volonté de renverser la table, eh bien, c'est le thème du match des idées qui, dans quelques instants, opposera le directeur de Libération, Laurent Geoffrin, à l'ancien magistrat Philippe Bilger. Et c'est juste après une courte pause. À tout de suite. Demain, Bruno Leroux, député de Seine-Saint-Denis et président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, sera l'invité de Cyril Viguier dans Territoire d'Info. Territoire d'Info, demain à 7h30, en direct sur Public Sénat et Sud Radio. Depuis l'été 2014, des milliers de jeunes Russes affluent dans le Donbass, une région de l'Est de l'Ukraine, pour y prendre les armes, dopés par la propagande russe et persuadés d'accomplir leur devoir patriotique. Parmi eux, Oleg et Max. Leur histoire, en miroir, se fracasse la nuit du 3 juin 2015, lorsqu'Oleg mène ses hommes à la mort. Le choix d'Oleg, samedi à 22h sur Public Sénat. Voilà, et bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant, toujours en direct bien sûr. On va plus loin, c'est 1h30 de débat avec le hashtag OVPL pour vos réactions, vos questions. Et place à présent au match des idées. Alors la victoire écrasante de François Fillon au premier tour est un message politique très fort, comparable à ce qui se passe dans le monde avec le référendum, notamment sur le Brexit en juin dernier, ou encore la victoire inattendue de Donald Trump aux États-Unis. Bref, tous les scénarios écrits d'avance volent en éclats. Quels sont les ressorts de ces choix? On va en parler dans quelques instants avec nos invités, l'ancien magistrat Philippe Bilger et le directeur de Libération, Laurent Geoffrin. Mais d'abord, retour sur ces scrutins inattendus. On voit tout cela avec Mounir Soussi. À croire que les électeurs prennent un malin plaisir à faire mentir les sondages. François Fillon en tête de la primaire, un pronostic encore fantaisiste il y a une semaine. Entre-temps, les votants se sont rendus aux urnes et ont démontré que le thermomètre qui mesure l'opinion est déréglé. Les observateurs n'ont pas senti la vague massive qui a porté l'ancien Premier ministre, mais la France n'a pas le monopole des surprises électorales. Au printemps, la Grande-Bretagne a claqué la porte de l'Union européenne de manière fracassante. Dès le lendemain du référendum, les unes des journaux traduisaient la sidération de la presse. Même les instigateurs du Brexit ont été déconcertés par le résultat et ont eu du mal à assumer les conséquences de leur campagne. Donald Trump, lui, a maintenu jusqu'au bout sa stratégie du repli. Ce credo l'a porté à la tête des États-Unis. La victoire du milliardaire est une gifle pour les médias américains. La presse a depuis fait son mea culpa. Son erreur, avoir pris au sérieux trop tard le candidat hors système. Voilà pour ces scrutins incertains dont nous allons parler. Philippe Bilger, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, ancien magistrat, président de l'Institut de la Parole. Dans quelques instants, va nous rejoindre Laurent Geoffrin, directeur de Libération. Avant de parler de ces scrutins en Grande-Bretagne, aux États-Unis, un mot peut-être sur l'une des victimes hier et le sortant. Vous avez souvent écrit sur lui, Nicolas Sarkozy. Dernièrement, vous lui avez consacré un billet intitulé « Le tout sauf Sarkozy ». C'était le citoyen Bilger qui parlait dans ce billet. J'avais la chance, à tort ou à raison, de m'être fixé une ligne directrice et de fait, elle a donné des résultats puisque Nicolas Sarkozy
s'écarte définitivement, je pense, de la vie politique nationale et que les Français ont choisi massivement François Fillon en laissant encore une chance à Alain Juppé pour le deuxième tour. Mais maintenant, on peut l'analyser peut-être avec un peu plus de recul. Et encore, il y a encore une forme de détestation irrationnel qui l'a toujours entouré, Nicolas Sarkozy? Oui, il a une détestation. Alors, on me l'a trop reproché pour que j'accepte de reprendre ce terme sur moi, mais une hostilité certaine, politique, et en même temps, de l'autre côté, il a des inconditionnels absolus. Je continue à en rencontrer qui vivent comme un deuil sa défaite et probablement, encore une fois, son départ de cette vie politique immédiate et française. Alors Laurent Geoffrin, bonsoir. Bonsoir. On vous accueille avec plaisir. Avant de parler de ces scrutins incertains que nous avons détaillés dans un sujet aux États-Unis, en Grande-Bretagne, je voulais vous faire réagir à votre propre une. On va la voir à l'écran. Il y a l'envol de François Fillon, puis la chute avec cette photo de Nicolas Sarkozy qui en a peut-être choqué certains. Vous ne lui laissez aucun répit. Vous ne lui reconnaissez même pas, j'allais dire, une sortie plutôt élégante hier? Bon, ça n'empêche pas, c'est pas une photo déplaisante, me semble-t-il. Non, parce qu'il y a des mauvais esprits. Qu'est-ce que c'est qu'une photo alors Comment déplaisante pour vous? Il a les yeux fermés, oui. Mais c'est vrai qu'il a annoncé lui-même que c'était la fin de sa carrière politique, me semble-t-il. Donc voilà, on n'a pas, débouché le champagne ou fait des feux de joie, pas du tout notre genre. Non, on dirait même qu'il va vous manquer. Vous l'aviez d'ailleurs un peu écrit dans votre éditorial. Voilà. Oui, je trouve que il y a un paradoxe dans cette affaire. Il y a beaucoup de gens qui sont allés voter à la primaire en se disant Sarkozy me déplaît, il est trop à droite, il est trop provoquant, etc. Donc il faut voter pour quelqu'un d'autre. Alors beaucoup ont voté Juppé, mais manifestement pas assez. Ils n'ont pas vu qu'en fait le candidat qui allait profiter de cette conjoncture serait le plus réac, c'est-à-dire Fillon, qui a un programme plus à droite que celui de Sarkozy. Alors, Nicolas Sarkozy, il a d'autres défauts qu'on connaît, et il a aussi beaucoup de qualités. Mais si on prend les propositions, il n'y a aucun doute. C'est-à-dire que la proposition de Fillon, sur le plan économique, c'est une... Qu'est-ce que vous entendez par réac, pardonnez-moi, parce qu'on peut décrire aussi comme une droite tout à fait classique et conservatrice également? Ah, pour la France, c'est nouveau. Vous avez une révolution conservatrice en économie et dans les questions sociales. Et sur le plan sociétal, il est plus... Alors, réac, c'est un mot familier, je veux bien le retirer, en utiliser un autre, qu'est-ce qu'on peut dire? Régressif ou je sais pas. Je sais pas, c'est votre mot. Non, mais celui-là vous plaisait pas. Et donc, oui, il veut retourner en arrière sur le plan sociétal, le Fillon, de toute évidence. C'est votre avis, Philippe Bilger? Il est facile d'analyser une victoire qu'on n'a pas prévue, en ce qui me concerne. Mais c'est la même chose pour moi, ne vous inquiétez pas. D'accord. Donc, moi, je sens tout de même, dans le fond de ce que propose François Fillon, c'est une droite, alors j'allais dire décomplexée, mais en réalité, le terme a déjà été récupéré par Copé. Disons une droite fière de l'être, authentique, profonde, normalité sociale, libéralisme économique, politique internationale réaliste et j'insiste sur quelque chose qui me tient à cœur parce que j'en ai beaucoup souffert avec Nicolas Sarkozy, c'est une dignité de la tenue. Et je pense que les médias et même les observateurs les plus fins comme vous, non mais vraiment, ont peut-être sous-estimé, sous-estime, je dirais, l'importance de la forme dans la remontée extraordinaire de François Fillon lors des joutes médiatiques. Parce qu'au fond, c'est à partir de là, me semble-t-il, et de l'émission de France 2, qu'il a remonté, parce que je pense qu'il a remonté et gagné là où Alain Juppé, sur le plan de la forme, de l'attitude en surplomb, du manque d'explication, il s'était déjà décrété président, ou on l'avait décrété comme tel, il a perdu beaucoup, là où François Fillon a beaucoup gagné. Non, il y a certainement du vrai dans ce que vous dites, mais il y a aussi une question de fond, je crois, hein. C'est que la droite est plus à droite qu'elle n'était naguère. À tort ou à raison, hein, je ne juge pas, mais je constate. Et cette droitisation de l'électorat, qui aurait dû profiter à Sarkozy, mais sa personnalité, c'est ce que vous dites, la personnalité a joué comme un repoussoir à beaucoup d'égards, et puis aussi l'idée qu'il avait déjà gouverné 5 ans, et qu'on avait été un peu déçus, parce que, enfin à droite en tout cas, parce qu'une partie des promesses, soi-disant, n'avaient pas été tenues. Et il y a dans ce vote Fillon
qui a le programme le plus cohérent et le plus radical, il n'y a aucun doute. Il y a cette idée que la droite au pouvoir sous Chirac, puis sous Sarkozy, n'a pas rempli le mandat qu'espérait sa base la plus engagée, la plus pointue ou la plus exigeante, je ne sais pas. Et vous y voyez une... Donc il y a une revanche où il y a l'idée, cette fois on va le faire. On a dit depuis 30 ans qu'on allait le faire, on ne l'a jamais fait, maintenant on y va. Je crois qu'au-delà de la politique, il y a un désir de l'électorat de droite, celui qui s'est mobilisé en masse, d'en avoir assez en quelque sorte des demi-mesures, quoi. Il veut quelque chose de cohérent, de structuré. Et Laurent Geoffrin, vous avez raison, je dirais, il y a quelque chose que Sarkozy, d'une certaine manière, a trop bien réussi en accablant Juppé sous le reproche d'être une alternance molle. Il n'a pas vu venir l'autre. Alors. Voilà, nous non plus. Mais justement, vous non plus, et vous dites, Laurent Geoffrin, vous lui reprochez un côté, je lis, enfin, je résume, propre sur lui, François Fillon, et vous dites que c'est une bourgeoisie bienséante qu'il a préférée. Il y a un peu de ça, je crois. Oui, mais il y a un peu de mépris dans ce mot. Pourquoi une bourgeoisie bienséante? Pourquoi 4 millions de votants? Il a eu quand même un score qui est très important. Il n'y a aucun mépris, non. En plus, la bourgeoisie, elle tient le haut du pavé, donc on peut un peu la moquer. C'est pas vous la moquez un peu, quand même. Oui, un petit peu. Mais c'est en fait parce que je parle indirectement de Sarkozy aussi. C'est que Sarkozy, il a dominé la droite pendant longtemps, mais je crains, je pense, je suppose qu'il n'a jamais été vraiment accepté à cause de son style, justement. Hein, c'est un peu le nouveau riche qu'on est obligé d'inviter parce qu'il a quand même beaucoup d'argent, il s'est acheté un château, etc. Donc on le fait venir à la table de la vieille bourgeoisie, si vous voulez, de l'argent ancien. Mais on l'a toujours trouvé un peu vulgaire, un peu limite. C'est comme Gatsby, oui. Il est un peu... Cette lecture, elle tient encore aujourd'hui, oui, moi. Ah oui, je crois, oui. Oui. Vous croyez, moi, Philippe au contraire, sûrement. Ce dont ne raffole pas Laurent Geoffrin chez Fillon, c'est ce que j'aime, moi, précisément, et chez Alain Juppé aussi, qui aurait eu le maintien présidentiel. Et ça ne me gêne pas. Je pense qu'encore une fois, les Français, et j'inclus François Hollande là-dedans, ont la nostalgie tout de même de quelque chose qui relève d'une allure, non seulement dans la forme, dans l'apparence, mais en quelque sorte dans la représentation de la communauté française. D'ailleurs, du temps du duo, parce qu'ils ont gouverné ensemble pendant 5 ans. Fillon, c'est pas non plus un homme neuf. Ils ont gouverné ensemble. Et Fillon, un tacle à chaque prise de parole. Fillon était plus populaire que Sarkozy. Exact. Parce qu'il était plus policé, il incarnait mieux la fonction de Premier ministre que Sarkozy n'incarnait celle de président. Et puis parce que déjà à l'époque, sur un certain plan, enfin de mon point de vue, il disait plus la vérité à certains moments que le président de la République. Oui, alors là il y a un paradoxe, excusez-moi d'être un peu négatif, mais il y a quand même un paradoxe, c'est que il s'est fait une réputation comme Premier ministre d'homme de la rigueur, qui essayait de freiner Sarkozy, qui voulait toujours dépenser de l'argent. Et là, ce qu'il nous propose, là, ça va porter le déficit budgétaire à 5 points du PIB, c'est-à-dire de... C'est pas ce que disait son soutien... je sais pas ce que mais ça, je ne veux pas qu'on rentre forcément là dans le débat. Juppé va le dire, ça vous inquiétez pas. Ça, je n'ai pas à m'inquiéter, c'est peut-être vous qui vous inquiétez, Laurent Geoffrin, plus que moi. Mais avec ce premier tour, voilà. Vous vous inquiétez pour la gauche? Ah bah oui, bien sûr. Oui, c'est une très mauvaise nouvelle pour la gauche. Alors, c'est une mauvaise nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour la démocratie qu'il y ait autant de mobilisation et que ça se soit bien passé et que tout le monde se soit rallié, enfin, a annoncé qu'il se rallierait à la fin au vainqueur. Donc ça veut dire que chacun a respecté les règles de la bienséance, c'est le cas de le dire. Mais évidemment, ça fait que cet adversaire-là, si c'est Fillon ou si c'est Juppé, sera redoutable, parce qu'il aura une légitimité très forte. Mais ce soir, vous regrettez Nicolas Sarkozy. Moi, c'est ce que j'entends à chaque phrase. Mais c'est vrai que la vie politique avec Nicolas Sarkozy, pour la haine comme pour l'amour, était très spectaculaire. On va s'ennuyer. On ne pouvait pas se passer de lui, même quand il n'était pas au pouvoir. On vous fait confiance pour trouver une autre, j'allais dire. Bon. Mais en tous les cas, avec ce premier tour et ce second tour qui s'esquisse, c'est une volonté, on l'a constaté, notamment en France, de reprise en main de son destin par les gens, de renverser la table et de ne pas écouter, on l'a souvent dit, Laurent Geoffrin, de ne pas vous écouter, de ne pas nous écouter tous, de ne pas écouter les commentateurs. Les électeurs de droite m'écoutent rarement, oui. Oui, ça, ils sont logiques. Oui, mais ils m'entendent pas. Mais cette volonté, et on peut comparer peut-être, toutes choses étant égales par ailleurs, à ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, à ce qui s'est passé aux États-Unis. Il y a une volonté de déjouer les pronostics écrits d'avance. Oui, je ne crois pas trop à ça. Ah bon, à quoi vous croyez?
Mais si les sondages disent blanc, les gens ne sont pas des jouets mécaniques, ils ne vont pas dire noir exprès parce que les sondages disent blanc. Apparemment, c'est ce qui s'est souvent passé là. Ah oui, c'est parce que il y a une répétition, des l'histoire sondages, bégaye quand même. L'interprétation des sondages a souvent été, c'est souvent de la faute des analystes politiques d'ailleurs, a été imprudente. Je ne crois pas tout de même qu'on puisse comparer absolument la surprise Fillon, si j'ose dire, à Trump et au Brexit. Et non, parce que le style n'a rien à voir. On compare par rapport à des pronostics déjoués, tout simplement. Je dirais tout de même qu'à un certain moment, en plus de la certitude de François Fillon d'être dans les 2 premiers et même de gagner, les instituts de sondage ont en quelque sorte amplifié ce mouvement en permettant à l'électeur de se dire, il est en tête, il remonte, par conséquent, mon Dieu, c'est bien. Et... Ils ont vu qu'à la fin, les cartes étaient rebattues, mais ils ont été incapables de donner... Alors, c'est pas de la faute des journalistes, c'est de la faute des sondeurs. Si c'est de la faute, enfin là c'est de la faute. Non mais c'est pas que je veux vous voir faire un acte de contrition, c'est que j'aimerais comprendre parce qu'on dit qu'il y a, j'emploie le mot avec beaucoup de précaution, une revanche du peuple, mais au sens noble du mot, car nous sommes des intermédiaires et les citoyens ont le dernier mot. Oui mais alors, c'est un retour si de la je peux politique. me permettre, cette division élite-peuple est un peu trompeuse. Il y a une part de vérité. Mais regardez les États-Unis, il y a une partie du peuple qui a voté Clinton, une autre partie qui a voté Trump. Et quant aux élites, qu'on ne dise pas que Trump ne fait pas partie de l'élite. C'est un des hommes les plus riches du monde. Il habite dans le quartier le plus riche de la ville la plus riche du monde. Et au sommet d'une tour arrogante. Donc, mais tout de même, je ne vois pas en quoi il vient du peuple. C'est un héritier. En plus, c'est un héritier. Ouais. C'est pas quelqu'un qui a créé son entreprise, il l'a hérité de son père. Donc c'est une élite de droite ou d'extrême droite. Voilà. On voulait dire parfois que le hiatus absolu entre les élites et le peuple, avec la mauvaise lucidité des médias, venait du fait que les médias appartenaient à cette élite et ne portaient pas un regard lucide sur le peuple. Alors je ne sais pas, là ça ne me semble pas équivalent. J'ai un exemple, je veux vous entendre là-dessus justement Laurent Geoffrin. Regardez, en parlant de cette déconnexion, c'est peut-être la tribune publiée dimanche de personnalités du monde du cinéma, de la culture, des artistes qui en appellent à stopper le Hollande bashing, mais ne se demandent pas d'ailleurs quels en sont les ressorts. Je suppose que vous l'avez vu cette tribune, qu'est-ce que vous en avez pensé? Regardez là, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Cette tribune est victime du Hollande bashing à son tour. Oh, c'est un peu fort de café, là. Vous me retournez la question? Non, je ne vous retourne pas la question, je réponds. Ces artistes ont bien le droit d'exprimer leur opinion. En quoi c'est scandaleux, je comprends. Moi, j'en pense... Alors, je ne suis pas d'accord avec Laurent sur ça. J'en pense le pire, et d'ailleurs, je l'ai dit. C'est-à-dire, ce qui me gêne là-dedans, c'est d'abord le jour où la tribune est publiée, le jour de la primaire, où le peuple arrive, et c'est une intervention, une pétition. Surtout, ce qui me gêne, c'est 2-3 choses, très vite. C'est d'une part que, au fond, les citoyens ont des convictions, ils en ont aussi, mais j'ai l'impression qu'ils se partent du statut d'artiste ou d'intellectuel pour ajouter une argumentation, mais ils ne sont pas plus crédibles pour cela. Ensuite, je n'aime pas la position des sachants, si vous voulez, qui viennent dire au bon peuple, voilà comment il faut y penser. Les donneurs de leçons. Et puis je trouve que c'était leur prétention. Le bilan, tout de même, me semble-t-il, tel qu'il est magnifié, que d'oubli tout de même, et que dire. On peut contester le fond, mais la démarche n'est pas scandaleuse. C'est parce que Hollande est tellement faible que tout le monde l'attaque. Mais le fait d'avoir un appel qui vient rappeler qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été faites. Après, on peut contester le fond, mais il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Non, mais on vous pousse un peu loin, Laurent Geoffrin, pour comprendre. La question n'est pas de savoir s'ils veulent stopper le Hollande bashing. D'ailleurs, je pense qu'ils n'y arriveraient pas. La question, c'est, je ne parle pas d'eux en particulier, mais pourquoi ne pas s'engager sur des thèmes plus lourds dans notre société? La menace terroriste, le chômage de masse, le communautarisme, le déclin industriel, un contexte international. Ce que je vois là, ils s'engagent pour d'autres choses. Ils sont pas attachés uniquement au char de Hollande. Donc vous auriez publié cette tribune, elle vous semble totalement en adéquation avec ce que pense... Comme journal, bien sûr, oui. Et puis, il est intéressant de voir que dans les personnalités qui demandent qu'on respecte le président de la République, et comme ils ont raison, ils ont parfois traîné dans la boue Nicolas Sarkozy, et moi j'y ai modestement participé, et je ne le regrette pas, mais simplement je ne l'oublie pas quand je juge François Hollande.
Laurent Geoffrin, est-ce que c'est le cas tout à l'heure? On en parlait lors de ce premier débat politique sur le fait que François Hollande, en ce moment, il est un petit peu zappé, oublié. Est-ce que c'est le cas déjà? Est-ce que, comme l'a dit François Fillon, c'était le 16 novembre dernier, lors de la candidature d'Emmanuel Macron, c'était déjà la fin du quinquennat? Est-ce qu'il y a une ambiance de fin de règne qui devient très très forte? Je ne crois pas qu'il soit oublié. La première intervention après le soir de la primaire, ça a commencé par « c'est une victoire contre Hollande ». S'il l'avait oublié, il ne l'aurait pas cité. Je pense que la droite française se demande qui va être candidat et pense que Hollande peut encore l'être. Elle pense aussi qu'elle sera à même de le battre. Mais il est toujours dans le paysage. Vous êtes d'accord, Philippe Bilger? Alors, il me semble que la droite a réglé ses problèmes. Bon, on a le débat du 24 qui réglera définitivement les choses. À gauche, tout de même, je trouve que le paysage est passionnant pour quelqu'un comme moi. On a tendance tout de même peut-être à vendre trop vite la peau de l'ours présidentiel, mais j'attends avec impatience de savoir ce que donnera Emmanuel Macron, si Valls ira, même si Hollande se présente, parce qu'il me semble qu'il n'y a plus l'ombre d'une incertitude sur le fait qu'il a découvert le trou de souris pour y aller. Valls Hollande. Hollande a l'intention d'y aller. Tout ce qu'il fait montre qu'il voudrait y aller, même s'il est extrêmement bas. Alors évidemment, ça a l'air d'une blague, mais il peut très bien dire, regardez Fillon, il était à 10% il y a 3 semaines, il est à 44%. Ouais. J'ai un boulevard. Non, pas le même bilan immédiat, j'allais dire. Laurent Geoffrin, pour conclure finalement sur ce second tour qui est déjà engagé, cette bataille, est-ce que pour vous vraiment, entre Alain Juppé et François Fillon, parce que vous en parlez beaucoup de François Fillon dans votre éditorial, c'est deux droites tellement différentes, deux nuances de droite si différentes? On l'a vu, bien sûr. Oui, c'est pas tellement droite. Quand on voit le programme, les similitudes. D'ailleurs, connaissant la personnalité de Juppé, qui lui a des convictions de droite depuis toujours, mais c'est vrai qu'il a choisi une ligne, une orientation qui est plus centriste, il n'y a aucun doute. Je crois que c'est très vrai, et c'est pour cela qu'il aurait eu tort, Alain Juppé, mais il n'y a pas songé d'abandonner, parce que le 24... Ah, pour vous, il n'y a pas songé, contrairement à ce qui a été dit? Oui, absolument. Il y aura un débat entre une droite authentique, affirmée, et puis peut-être quelqu'un qui se rapprochera du centre. En face de François Fillon, là, Alain Juppé reprendra sa posture qu'on lui reprochait beaucoup. Il n'aura pas de honte à être centriste. Oui. C'est subliminal, mais il y a une phrase où il dit « Moi, je suis pour des réformes, comme Fillon, mais équitables. » Fillon va dire « Mais les miennes aussi sont équitables. » Vous avez beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, notamment sur la tribune que nous avons commentée sur les artistes, que certains, alors je vais le citer, c'est François qui parle de la tribune des bobos, et de dire « Mais la condescendance de Laurent Geoffrin d'en parler ainsi est assez incroyable. » Non, vous dites qu'il n'y a pas de déconnexion entre ce qu'on a vu et ce qui se passe dans le pays. Il y a une déconnexion en ce sens que l'opinion des gens qui ont signé cette tribune est très minoritaire. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont illégitimes, je ne trouve pas. Mais je pense que cette tribune, et je le dis sans ironie, est probablement très contre-productive. Ça, nous le verrons à l'épreuve des faits. Merci en tous les cas, messieurs, pour ce match des idées. Merci Laurent Geoffrin et Philippe Bilger. À venir, c'est le grand entretien. Et avec mon invité, nous allons essayer d'aller plus loin dans la réflexion sur les mutations de la droite. Frédéric Sinclair, analyste politique et l'auteur du livre « La refondation de la droite ». Et c'est à suivre tout à l'heure. Mais d'abord, le tour d'horizon de l'actualité politique du jour. Hier, parlons-nous franchement, je viens d'évoquer la démocratie. Nous avons assisté à un bel exercice de démocratie d'ailleurs, digne, avec plus de 4 millions de participants, avec la primaire de la droite et du centre. Et je veux saluer, comme Premier ministre, de manière républicaine, cet exercice démocratique, et d'ailleurs tous ceux qui concourent à l'expression de la souveraineté du peuple. C'est donc aussi un beau défi qui est lancé à la gauche. À gauche. Jean-Christophe Cambadélis demande à Emmanuel Macron de participer à la primaire de gauche. Sa candidature est jugée dangereuse par le premier secrétaire du Parti socialiste, inquiet au lendemain de la victoire de François Fillon au premier tour de la primaire de droite. C'est la division de la gauche, ça disqualifie la gauche sans le qualifier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne gagne pas la présidentielle. Mais il n'est même pas au deuxième tour. Aujourd'hui, il doit participer à la primaire de la gauche.
Jean-Christophe Cambadélis a rappelé que les soutiens socialistes d'Emmanuel Macron devront quitter le parti. Emmanuel Macron. François Fillon et Alain Juppé, le choix des électeurs au second tour de la primaire de droite a fait réagir le fondateur du mouvement En Marche. Je pense que ça montre la crise du leadership qui existe à droite, les incertitudes très profondes qui aujourd'hui structurent le champ politique. Et la seule conclusion qu'on peut en tirer, c'est le retrait de Nicolas Sarkozy, qui s'est exprimé avec beaucoup de dignité hier, dont il faut d'ailleurs saluer la dignité, et qui se retire à la fois de ce combat et, si je l'ai compris, de la vie politique. Voilà. Terrorisme. La cible n'a pas encore été identifiée, mais un nouvel attentat visant la France a été déjoué. 7 personnes ont été interpellées. Seule l'une d'entre elles était connue des services de renseignement. Les arrestations ont eu lieu à Marseille et à Strasbourg. Roland Ries, le maire de la capitale alsacienne, a décidé de maintenir le marché de Noël. Bernard Cazeneuve, lui, aurait confirmé que sa ville n'était pas visée. L'enquête s'attachera à définir les rôles respectifs des personnes interpellées et à établir, bien entendu, si l'attentat ainsi déjoué était une attaque coordonnée visant à frapper simultanément plusieurs sites sur le territoire. Justice. Le parquet de Paris va ouvrir une enquête pour compromission du secret défense par François Hollande. En cause, la divulgation d'un document détaillant un projet de frappe française en Syrie en 2013. Il a été publié par Gérard Davet et Fabrice Lhomme, auteurs du livre « Un président ne devrait pas dire ça ». Pour écrire leur ouvrage, ils ont eu 60 entretiens avec François Hollande. Classé secret défense, le document n'aurait pas dû atterrir entre les mains des 2 journalistes du Monde. À l'étranger. Michel Barnier, le négociateur en chef du Brexit pour la Commission européenne, a rencontré aujourd'hui David Davis, le ministre britannique du Brexit. Ce premier rendez-vous entre les 2 hommes a été organisé pour déblayer le terrain des discussions. Mais les véritables négociations sur le Brexit n'ont pas encore commencé. La première ministre britannique, Theresa May, lancera la procédure d'ici mars 2017. Voilà, et c'est l'heure à présent de la revue de presse. On va découvrir ensemble les unes de vos quotidiens demain. Et d'abord, Le Figaro, avec évidemment la primaire, le débat qui se crispe avant le second tour, tandis que François Fillon engrange les ralliements. Eh bien, le camp d'Alain Juppé critique durement son projet. Vous l'avez pu le constater tout à l'heure lors de notre débat. Les Échos, également le match, le duel Fillon-Juppé, le match des projets. Les finalistes de la primaire de la droite divergent en partie sur leur programme. Les détails sont à lire dans votre quotidien. La Croix. Même une droite, 2 projets, 2 nuances de droite, avec François Fillon et Alain Juppé. Le second tour de la primaire va voir s'opposer non seulement 2 hommes, mais 2 visions politiques. Et puis, une qui va sans doute beaucoup faire parler. La voici, celle de Libération que je découvre à présent. François Thatcher, si vous voulez, ou Margaret Fillon, moi président. Cette sorte de croisons-les entre le portrait de François Fillon et Margaret Thatcher, suppression des 35 heures et de l'USF, coupe dans la fonction publique, détricotage des lois Taubira, rétablissement de la double peine. Libération a passé à sa manière au crible le programme de François Fillon. Voilà pour cette revue de presse. Et tout de suite, c'est l'entretien pour aller plus loin ce soir. Et mon invité ce soir est analyste politique. C'est un collaborateur régulier au Figaro et aux Échos. Il a notamment été chargé de mission auprès de Dominique de Villepin, alors Premier ministre. Et son livre, intitulé « La refondation de la droite », explore un bouleversement profond dans notre paysage politique à droite. Un retour à des notions très fortes et marquées dont on va parler ce soir. Bonsoir et bienvenue Frédéric Sinclair. Merci, bonsoir. Alors votre livre appelle à bousculer vraiment les idées préconçues et à explorer les notions principales qu'on va détailler dans un instant et qui constituent selon vous le socle de la droite. Mais d'abord, en lisant attentivement votre livre, on se dit, on aurait dû le voir plus tôt en fait, le surgissement de François Fillon, parce qu'avec les notions dont on va parler tout à l'heure, on a l'impression quelque part qu'il les incarne. Est-ce que c'est votre avis? Est-ce que vous aviez non pas prévu cet écart, mais ce surgissement? Non. Alors,
Non à toutes les questions. Non au fait que je ne l'ai pas vu venir. Honnêtement, je crois qu'aujourd'hui, personne n'a vu venir le phénomène. On a marqué tous un moment d'étonnement durant les 3 débats, en voyant la montée en flèche. 44%, c'était imprévisible. Donc, étonnement. Et ensuite, non, sur le rapport entre le politique et ce que je développe, c'est-à-dire que probablement que vous êtes une lectrice sagace, donc vous arrivez à avoir les points de contact, mais quand je l'ai écrit, je n'avais pas du tout en tête le politique. Mais pourtant, si on se réfère rien qu'au titre, François Fillon a fait le travail nécessaire de refonder, de repenser la droite, d'ailleurs, tout comme Alain Juppé. Est-ce qu'il a accompli ce travail de fond que vous appelez de vos voeux? J'aurais tendance à dire que... J'aurais tendance à dire oui et non. Bon, est-ce qu'on peut prendre 2 minutes pour... On a même un peu plus, bon, je vais vous dire, pour l'entretien. Donc allez-y, développez votre pensée. Juste pour poser le cadre. Une crise de la modernité s'est ouverte au lendemain de la Première Guerre mondiale. Elle ne s'est pas fermée. Et aujourd'hui, elle nous frappe avec une violence particulière. Les valeurs de l'Occident sont remises en cause, sa civilisation, et puis même sa stabilité institutionnelle. Quand on s'intéresse à la partie politique, aux hommes politiques, on peut apparenter leur stratégie à une aide à la population qui serait perdue dans une forêt. Vous voyez, on est tous paumés dans la forêt, on n'a pas de quoi manger, on n'a pas où dormir. Donc vous dites qu'il y a, je vais vous laisser développer, une profonde crise morale de la droite, mais pardonnez-moi, Frédéric Sinclair, force est de constater qu'hier, avec cette affluence exceptionnelle, avec cette appétence, ça va beaucoup mieux, on pourrait dire. Non. Là, on peut vraiment l'utiliser. Non, ça va pas mieux. Mais alors, c'est ça ce qui est intéressant. C'est pour ça que je voulais vous recevoir. En quoi vous dites que ça ne va pas mieux? Non, ça va pas mieux parce qu'en fait, effectivement, ils nous trouvent de quoi manger, de quoi dormir pour la nuit. Sauf qu'on est perdu dans la forêt et que ça fait 30 ans que la boussole est cassée et qu'on tourne en rond. Alors, effectivement, on peut se féliciter que tous les soirs, on a de quoi manger, de quoi dormir. Enfin, pas tout le monde, hein. Mais globalement, on s'en sort à peu près. Le pouvoir politique gère le job sur le court terme. Le livre s'intéresse au long terme. Donc la déconnexion, elle se fait à ce niveau-là. C'est-à-dire que ça ne remet pas en question ce que font les hommes politiques, ça remet en question la réflexion de fond. Et la vision. Alors vous partez tout d'abord d'un constat. On va partir du départ. Vous dites la droite française, héritière des grands noms de la pensée politique d'Alexis de Tocqueville à Raymond Aron, a abandonné un à un ses fondamentaux. C'est très sévère. C'est extrêmement sévère. C'est toute la droite qui les a abandonnés? Complètement paumés, en race campagne. Mais comment vous l'expliquez? Plus personne ne pense. Simone Veil l'explique, c'est pas moi. Simone Veil explique que les partis politiques sont en déroute parce qu'ils ont cessé de penser. Donc globalement, on se contente de répondre à la question pour ou contre. Voilà. Donc là, demain, on va se poser la question sur telle ou telle mesure de Juppé ou de Fillon. Est-ce qu'on est plutôt en faveur ou plutôt contre? Mais c'est quand qu'on réfléchit? Vous voyez ce que je veux dire? Alors vous avez réfléchi et vous avez sélectionné 4 notions principales, mais on peut les critiquer, c'est ce qu'on va faire, à partir desquelles la droite doit ou va se refonder selon vous. C'est peut-être déjà en cours, vous dites que non. Le libéralisme, le conservatisme, le nationalisme, et alors ça va étonner les téléspectateurs, le christianisme. On va rentrer peut-être en détail dans ces piliers, mais pourquoi ces 4 piliers? Le libéralisme parce qu'il est réellement fondateur de la droite moderne. Donc moi, je suis un fervent lecteur et j'ai suivi les séminaires de Pierre Manant pendant longtemps. J'ai appris la philosophie politique à travers son histoire du libéralisme. Et donc globalement, la modernité s'ouvre avec Machiavel, Hobbes, Locke, et le libéralisme naît à cette époque-là. Le conservatisme, alors on pourrait expliquer tout à l'heure pourquoi la droite française l'a abandonné. Simplement deux mots sur le conservatisme et le nationalisme. Le conservatisme naît globalement à la suite de la Révolution française et le nationalisme courant 19e siècle. Donc, attendez, juste vous distinguez le nationalisme républicain du nationalisme identitaire. C'est pas la même chose pour vous. Il y a 2 nationalismes qui naissent en même temps. Enfin, disons, au 19e siècle, il y a un premier nationalisme républicain qui émerge à la suite de la Révolution française, qu'on retrouve en 92, et qui se mue petit à petit, un peu sous la poussée des penseurs réactionnaires, qu'on a pris pour des conservateurs, qui ne l'étaient pas,
et un peu sous la poussée des penseurs nationalistes, pour le coup, qui enracinent leur recherche d'un être collectif dans les gènes. Alors voilà, on a fait le conservatisme, le libéralisme, le nationalisme. Le christianisme. Alors le christianisme. Ah ouais, ça pose problème, ça. Oui, ça pose problème. Et je vous pose la question, comment ça se fait que vous le considérez comme l'un des piliers? Là, on parle de politique. On parle de politique, effectivement. En réalité, Hugo Ranner, donc, qui est un théologien catholique extrêmement connu, écrit ce magnifique livre, L'Église et l'État dans le christianisme primitif. Il y a une relation entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel depuis la naissance du christianisme. Et j'allais dire, c'est presque concomitant de la naissance de la politique, parce que globalement, la politique naît 5 siècles avant Jésus-Christ, dans la Grèce antique, et déjà à cette époque-là, la dimension spirituelle est extrêmement forte. D'ailleurs, c'est un de mes points de désaccord avec Pierre Manant. Pour moi, son projet politique ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas d'unité spirituelle dans le pays aujourd'hui. Donc, il y a besoin d'une unité spirituelle pour un projet politique. Je vais vous faire redescendre un peu plus terre à terre, excusez-moi, Frédéric Sinclair, mais quand vous dites le christianisme, est-ce que le christianisme comme pilier politique, c'est compatible avec notre laïcité, la française? Vous avez raison. En plus, ce qui se passe, c'est que je suis un pur laïcard, mais vraiment un... ça se voit pas quand on lit votre livre. Un dur de dur. Là, vous m'étonnez. Oui, aucune place à... Alors, expliquez-moi, en quoi le christianisme en politique... pour vous, ce n'est pas donc le retour de l'Église en politique, on est bien d'accord? Oui, exactement. Alors, expliquez-nous quel est ce pilier, finalement. C'est pas le retour de l'Église, c'est-à-dire que je n'accorde aucune capacité politique, et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui le fais. Le principe de séparation de l'Église et de l'État marque cette séparation nette, et je crois qu'à peu près aujourd'hui, tout le monde s'accorde avec cette chose-là. Sauf que quoi? Sauf que, par des voies détournées, on se rend bien compte que le politique et le religieux, quand même, essayent de retisser des liens, de façon régulière. Et aujourd'hui, face à ce qui se passe, par exemple, au niveau de la question islamique, qui reste extrêmement problématique en France, mais pas aussi problématique qu'on le dit peut-être, eh bien, on a toute une frange de la population et des intellectuels qui estiment que, eh bien, on aurait besoin peut-être aussi de redonner une voix à l'Église, c'est-à-dire d'être un peu plus tolérant avec les musulmans et aussi avec les instances religieuses. Donc, par exemple, il y a eu ce genre de proposition. Donc faire voler en éclats vraiment notre modèle de laïcité. En tout cas, l'aménager. Ah, mais tout le problème est là. Donc ça s'appelle des aménagements ou des accommodements qui ont été beaucoup critiqués. Absolument, je suis contre ça. Je pense que, et la définition que je prends est réductrice pour un certain nombre de croyants, mais je pense qu'en réalité, il n'y a pas de religion apaisée en dehors de cette définition-là, c'est-à-dire que la religion ou la spiritualité est une relation personnelle entre Dieu et l'homme. Mais vous, par exemple, si on reprend le discours de François Fillon, qui a cité encore ce soir le pape, qui est proche de sens commun, ça fait partie d'une colonne vertébrale qu'il faut à la droite aujourd'hui? Non. Non. Il fait fausse route? Il fait fausse route sur complètement, ce sujet? oui. Déjà, je pense qu'il n'est pas conservateur. Tiens donc. Non. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'un Pourquoi vous lui enlevez, j'allais dire, ce brevet? Eh oui, parce qu'on aime bien mettre des étiquettes en France, donc on aime bien lui coller l'étiquette de conservateur. Je pense que ce n'est pas un conservateur. Déjà, il faudrait qu'on s'accorde sur ce que c'est qu'un conservateur. Mais comment vous le définissez? D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un conservateur pour vous? Et François Fillon, quel profil a-t-il? Quelle droite représente-t-il? Alors, on va commencer par François Fillon, juste pour décoller cette étiquette de conservateur. Un conservateur, c'est une notion politique. Aujourd'hui, François Fillon a, sur des positions sociales, on dit même des fois sociétales pour accentuer la chose, très particulière, une position qui est jugée conservatrice, c'est-à-dire globalement qui va à rebours de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Pour moi, François Fillon a simplement une approche modérée du mouvement qui est en train de se faire, c'est-à-dire qu'il dit, hop, halte là, à partir du moment où on mélange la nature humaine et les technologies et qu'on essaye de fabriquer quelque chose, il y a une question éthique qui est cassée derrière. Oui, il est en phase avec la société plus qu'il n'a de vision conservatrice. Oui, je pense qu'il est on peut lui accorder sur ce volet-là le statut de conservateur au sens où je l'entends, mais le problème c'est que si on en reste là, on réduit la marge du conservatisme, qui est vraiment une approche politique dont la droite a besoin. Bon, clairement, la droite française n'est réactionnaire au lendemain de la Révolution française. Globalement, elle veut remettre la monarchie absolue sur le trône. Et ça va lui durer jusqu'à ce que la Troisième République soit ancrée. C'est-à-dire ça dure super longtemps, tout le 19e siècle.
Bon. Les anglo-saxons, qui eux font naître le vrai conservatisme, Burke pour le citer, est opposé à la monarchie absolue. Il pense que c'est une régression, donc pas de révolution française parce que c'est trop brutal, mais pas de retour à la monarchie absolue. Et là, non vous développez une vision très pure de conservatisme, vraiment non, au sens... très britannique. Très britannique, si vous voulez. Eh ben, mais vous revenez vraiment au sens littéral. On peut adapter ça. On peut adapter ça. C'est ce que vous souhaitez en tous les cas. Oui. C'est ce retour à cette droite-là. Oui. Et je l'ai rappelé tout à l'heure, Frédéric Sinclair, je voudrais vous poser la question parce que vous avez été chargé de mission auprès de Dominique de Villepin parce qu'il était Premier ministre. Quel est votre regard sur la ligne de politique étrangère de François Fillon d'ailleurs dans le rapprochement avec Moscou? Est-ce qu'on peut la comparer à celle de Dominique de Villepin? On l'a beaucoup entendu récemment faire la promotion de son dernier livre et parler de ce côté pragmatique en politique étrangère. Est-ce que les deux hommes, vous avez travaillé avec Dominique de Villepin, se rejoignent vraiment sur cet aspect-là? Pas du tout. Ah non, j'ai faux à toutes mes questions. Comment ça se fait? Je suis désolé, je sais pas. Mais expliquez-nous, parce qu'on pensait vraiment qu'il y avait un axe là sur lequel ils étaient d'accord. Non, je crois. Enfin, honnêtement, je crois pas. Bon, si vraiment je veux faire un petit effort pour aller dans votre sens. Non, pas du tout. Répondez-moi sincèrement. Mais ça va être sincère, vous inquiétez pas, je ne vais pas biaiser. Si je veux faire un petit effort, je vais dire que effectivement, sur la méthode, mais à ce moment-là, on n'est plus dans la vision, sur la méthode que vous avez qualifiée de pragmatique. Là, effectivement, ils se rejoignent. Vous êtes en train de me dire que l'un a une vision et l'autre pas? Je suis en train de vous dire que les deux ont une vision, mais que la vision ne suffit pas, il faut une méthode aussi. Qui a la méthode et la vision? Chacun a une méthode, mais ce n'est pas la même. Ça, c'est un peu langue de bois. Non. Qui a la meilleure méthode et la meilleure vision? Alors, qui a la meilleure vision? De façon indéniable, Dominique de Villepin. C'est vrai que les gens vont dire, mais il a travaillé. Vous auriez aimé qu'il participe à la primaire? Non. Décidément. Vous êtes plein de contradictions. Non, non, parce que c'est un peu difficile à dire, mais c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé, pour qui j'ai beaucoup d'estime, mais je me vois mal aujourd'hui dire Dominique de Villepin, pourquoi vous n'êtes pas là? Voilà, je ne me sens pas légitime. Donc c'est pour ça que je vous réponds non. C'est pas parce que ça me ferait pas plaisir, c'est parce que je me sens pas légitime de le dire. Je l'ai écrit en revanche. J'ai écrit qu'aujourd'hui, il y a un homme qui manque au débat à droite, c'est Dominique de Villepin. Donc c'est pas une envie personnelle, d'où votre question. En revanche, oui, effectivement, il manque à la droite parce que, je vais vous le dire clairement, la politique étrangère, depuis 2 quinquennats, c'est la même. Il y a une continuité. Il y a une continuité. De la même façon que globalement, la politique... Avec Fillon, il y aura une rupture. Il y aura la même chose. C'est pas possible. Mais bien sûr que si. C'est pas possible. Vous avez entendu toutes ces positions qui font hurler aujourd'hui le gouvernement et la gauche. C'est parce qu'on s'attache aux détails. La vraie différence, elle est dans... Qu'est-ce que vous entendez par rupture, pardonnez-moi? C'est une révolution alors? Non, un conservateur d'ailleurs est contre la révolution. Hein. C'est bien. Donc, non, ce que j'entends par rupture, c'est... Bon, je vais citer un ouvrage que j'aime beaucoup sur la question de la guerre. Donc, un de mes maîtres à penser, ça a été Raymond Aron, qui a écrit sur la guerre, qui avait une position extrêmement réaliste sur la question de la guerre. Et dans l'introduction d'un ouvrage qui a été écrit récemment, qui s'appelle « La guerre contre l'humanité », pardon, c'est pas contre l'humanité, c'est la guerre au nom de l'humanité, Jean-Baptiste Jean Genvillemer écrit que les États-Unis et la France ont une position assez commune en matière d'interventionnisme. Globalement, on est les détenteurs de la démocratie et des droits de l'homme, et donc on se permet de déclencher une guerre pour protéger les populations menacées. Vous nous dites, en fait, c'est à cela que je voulais vous faire arriver, que tout cela, c'est de la poudre aux yeux, qu'il y a une forme de continuité totale. Complètement. Et qu'il n'y a pas ni de vision, d'ailleurs de vision sur la philosophie politique. Ça n'a pas été repensé du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je suis bien d'accord. Alors, là, on est 100% d'accord. Vers quoi va la droite? Vers quoi va la droite? Vers le moyen de nous trouver un logement et à manger pour la nuit. Ce n'est pas suffisant pour vous, évidemment. On ne sort pas du bois. Pourquoi les candidats n'ont pas lu votre livre? Peut-être l'ont-ils lu d'ailleurs, je ne sais pas. Est-ce que vous leur avez envoyé? Non. Ce livre est destiné à la société civile. En réalité, il est interdit aux politiques. Vous aurez dû mettre, surtout pas pour les politiques. En réalité, je pense que tout à l'heure, je vous ai entendu parler de l'élite, des élites. Je pense qu'il y a une arnaque au niveau de l'élite. C'est-à-dire qu'on a une vraie élite dans le peuple. C'est pas celle que l'on croit. Et non. Et non. Je pense qu'on a une élite qui est en déconnexion et qui est une élite invisible. Je pense qu'il y a tout un tas de gens Donc il y a une forme de pyramide
inversée presque. Exactement. Il y a une pyramide inversée. Mais c'est ce qui ressort de votre livre. Quand on lit en détail la refondation de la droite, vous vous intéressez à 4 ou 5 piliers, dont un est problématique parce qu'on a un modèle de laïcité qui est très particulier. Mais pour les autres, vous soulignez bien qu'il y a un manque de vision et qui est, je crois, partagé aujourd'hui dans la société française. Oui, un manque de vision parce que, globalement, ces élites dont je parlais, qui sont invisibles, qui ont été éduquées, qui ont soit fait des études, soit une démarche personnelle de lecture, de réflexion, d'écoute de vos émissions, par exemple, où on apprend beaucoup, eh bien, ces personnes-là, elles continuent aujourd'hui, pour se former ou se forger une image de ce qu'est la politique, d'écouter le discours des hommes politiques. Pourquoi il n'y a pas de rupture? Il faudrait écouter ce que les penseurs ont dit. Et bien voilà pourquoi vous êtes là. Frédéric Sinclair, en plus que vous n'êtes pas, j'allais dire, très visible dans les médias, on vous voit peu, donc c'était un plaisir de vous recevoir. Merci. Et de parler de ce livre vraiment à lire, La refondation de la droite, parce qu'il y a tout l'historique, on comprend quels ont été les grands penseurs de la droite et pourquoi nous en sommes arrivés là. Merci encore, on arrive presque à la fin de cette émission, mais d'abord, comme d'habitude, les moments choisis sur votre antenne Public Sénat. Les observateurs disent que le programme de François Fillon est le plus abouti, le plus en rupture. Écoutez, moi ce que je constate, c'est que François Fillon a été celui qui a écrit le programme de Nicolas Sarkozy en 2007. Programme pour lequel nous étions très nombreux à avoir vibré. Et derrière, on a vu l'exécution de ce programme par le même François Fillon et le même Nicolas Sarkozy. Et là, eh bien, malheureusement, nous n'avons pas été toujours au rendez-vous des résultats. Et donc aujourd'hui, c'est la même recette qu'en 2006. On nous sort un beau programme, mais derrière... qu'en sera-t-il? Les promesses seront-elles aussi déçues qu'en 2007? C'est pour ça qu'on dit attention. C'est vrai que les enquêtes qui ont lieu quelques heures après chacun des débats ne nous donnait pas cette hiérarchie avec François Fillon largement en tête. Donc il s'est produit quand même un élément, et je dois dire très modestement, il est encore beaucoup trop tôt pour comprendre ce qui s'est produit à la fois en termes de mobilisation, pourquoi le surplus de mobilisation n'a profité qu'à François Fillon, et deuxièmement, est-ce que l'anti-juppéisme a été le ressort principal de ce mouvement vers la candidature de François Fillon? Les deux ont exercé des responsabilités. Je pense que maire de Bordeaux, ça a sans doute humanisé Alain Juppé. Mais les deux ont deux points de vue différents. Je pense que François est très marqué par les pays qui se sont redressés. Il y en a, Canada, l'Angleterre, l'Allemagne. Et Alain Juppé est plutôt dans une logique, je dirais, de protection. Allez, on a un pas si mauvais système, on va essayer de le faire évoluer. J'ai été contre les primaires au sein du Parti socialiste et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si la primaire désigne un candidat et que tout le monde se porte derrière le candidat, ça ne fait pas une ligne politique. Et c'est, comment dire, le défaut de la gauche au pouvoir, la gauche gouvernementale, c'est que la ligne politique, le candidat était là, tout le monde soutenait le candidat Hollande, mais ils n'ont pas tenu de ligne politique. Et donc, ça a fait l'émergence des frondeurs. Donc, une primaire, ça veut dire un homme, ça ne veut pas dire forcément une ligne politique. La vérité, c'est que quels sont les hommes politiques qui ont vraiment mis les pieds dans la boue de Calais? Qui vraiment a été dedans? On peut les citer. Manuel Valls, il n'a pas été. Cazeneuve y a été. Hollande n'a pas été, ce qui, à mon avis, est une erreur profonde, parce qu'il a préféré faire un défilé militaire plutôt que de voir exactement ce qui se passait. Et en fait, on parle d'élus locaux qui ont été. N'oubliez pas, en plus, on est à Calais, dans un département qui est à gauche. Très compliqué, où au régional, juste quelques mois avant, le Front National a fait un score juste inouï. Et donc, cette sémantique, elle ne peut pas rester identique. On est en 1974 et c'est le Premier ministre de l'époque qui s'appelle Jacques Chirac qui est avec son ministre de l'Intérieur, Poniatowski. Ils sont à Lyon, ils traversent le fleuve et ils vont gagner un bar pour déguster un vin et en l'occurrence un Chirouble 73. On regarde. Une grande année. Ah, il est excellent. Ah, il est tout à fait remarquable. C'est un Chirouble 73, j'ai pas vu. Excellent. Excellent. Et ça fait plaisir parce que vous buvez comme un gosse. Faisons passer un peu à tous ces journalistes.
c'est mon chef. À la vôtre. Et on arrive à la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain. Le matin, c'est Territoire d'Info à partir de 8h. Et puis à 22h, votre émission pour aller plus loin. Belle fin de soirée à votre compagnie.